Bon, j'ai pensé à toi, Marc-Antoine, cette semaine. Je suis tombé là en vagabondant sur les réseaux sociaux, sur un genre de, pas un tutoriel, mais comme des conseils pour les gens qui font des podcasts, pour les podcasteurs. Des petits conseils, là, des petites listes de conseils. Premier conseil, faites des intros concises qui vont droit au but. J'ai pensé à toi. C'est bien ça. Parce que c'est exactement le contraire de ce qu'on fait ici. Et je me suis dit, fake, qui donne des conseils? On m'a dit, quand je suis arrivé à Tellement Hockey, que ça faisait le chit-chat, comme on l'appelle. Ça fait partie de l'identité du balado. Alors, je m'incline devant l'identité de l'émission. J'y adhère. Absolument. Parce que... Des fois plus que l'autre. Oui, c'est complet. C'est bien, tout est là. Qu'est-ce que ça veut dire, Martin? J'allais dire que l'auditeur qui a l'intention de nous écouter durant son trajet vers le bureau, le chit-chat, ça lui donne le temps de partir le balado sur son téléphone, de mettre ses souliers, de prendre son manteau, d'aller partir sa voiture. Puis là, quand il s'installe, on commence. Voyons, les écouteurs ne marchent pas, c'est pas grave. C'est pas grave, t'as 2-3 minutes là. Voilà. Pour que réchauffer le siège, ajuster les rétroviseurs. Peut-être gratter tes vitres. Voilà. pendant que le char réchauffe. Alors, on est dans la portion gratte vite. Les gars parlent des Oscars. On s'en sac. Mais comme tu me l'as fait remarquer aussi, hein, que ça se skip bien. C'est pour ça qu'on fait ça au début. C'est facile à... Alors, si vous n'y aviez pas pensé, ça s'en vient, là. Le gros bout s'en vient. Ce petit bout-là, au début, ça se passe. Mais en même temps, plus le temps passe, plus j'y prends. Ben oui, absolument. Non, c'est parce qu'on apprend à te connaître. C'est ça qu'il faut que tu vois la plus-value. Puis t'es un gars, t'as tellement à offrir. T'as tellement d'autres centres d'intérêt, contrairement aux deux autres. Mais on le voit sur dans les messages que nous envoient les auditeurs et sur les réseaux sociaux, les remarques qui sont passées parfois au sujet du balado. Les gens retiennent beaucoup. Absolument. Le Jules Fournier. Les balles courbes qu'on s'envoie. Exactement. Voilà. Tu sais ce que ça veut dire, balle courbe, Alex? Ouais. C'est. T'as pas un site web. Un sport inconnu pour toi, mais. Non, mais là, avec toutes les références au baseball qui se fait dans ce balado-là, je commence à m'y faire. Là. C'est le printemps. Attends de voir quand on va commencer à parler de Pesapalo. J'imagine que ça s'en vient. Je sais pas exactement ce que c'est. C'est quoi? C'est la version finlandaise du baseball, mais d'une façon incompréhensible, par exemple. J'ai déjà assisté à un match de Pesapalo en Finlande. Puis, honnêtement, là, les gens se lèvent et applaudissent à des moments que je comprends pas. Frapper la balle loin, c'est pas grave. Ça change pas grand-chose. Ça court à tout moment. C'est endiablé. Et bien sûr que Pesapalo, je pensais que c'était un voltigeur dominicain. C'est sûr. Ou un défenseur des sénateurs d'Ottawa. Ou encore, c'est ça. OK, aujourd'hui, une équipe de séquence derrière un banc près de chez vous ou des légendes au destin qui se croisent. C'est tellement hockey, épisode 392. Avec votre chroniqueur principal au service des sports, Martin Leclerc. Salut, Martin. Bonjour, messieurs. Et votre journaliste affecté aux affaires du hockey, Marc-Antoine Godin. Salut, Marc-Antoine. Allô, les garçons. Je m'appelle Alexandre Coupable. C'est un groupe fier. C'est un groupe qui a de la bataille dans eux autres. C'est un groupe qui passe à travers une étape de où est-ce qu'on est comme équipe. Puis on apprend. On va se batailler, ça c'est sûr. Mais comme je te dis, là, un mois, on aurait payé cher où est-ce qu'on est. C'est sûr, c'est plate de perdre les deux dernières. Tu sens que t'échoues. On n'échoue pas. On va continuer à pousser. Martin Saint-Louis, après la défaite contre les Flyers de Saint-Louis, c'était jeudi soir. Flyers de Philadelphie. Qu'est-ce que j'ai dit? Flyers de Saint-Louis. C'est pas bizarre. Parce que c'était les Blues de Saint-Louis mardi, probablement. Ou parce que c'était Martin Saint-Louis qui parlait. Ouais. C'est quoi? C'est 12 à le combiné? Là, si on appelle ça les Flyers de Saint-Louis, c'est 12 à... Je pense que c'est 12 buts encaissés. Oui. C'est ça. 6 dans les deux. Donc, c'est gros club, les Flyers de Saint-Louis. Absolument. À prendre au sérieux. Donc, oui, après le match. Change d'entraîneur souvent, par exemple. Au moins 2 fois par année. Avec, donc, Saint-Louis après la défaite contre les Flyers de Philadelphie, dans une version évoluée de
on a perdu, mais on ne s'est pas fait battre. Hein? Il y a de la bataille. Mais je dis ça sans aucune mauvaise intention. T'sais, autant ces commentaires d'après-match-là, à la longue, dans un contexte où est-ce qu'on ne voyait pas les choses avancer, je trouvais ça redondant puis un peu lourd. Autant, sensiblement, la même approche, ce qu'on vient d'entendre, dans ce contexte-ci, ça m'apparaît une lecture, une bonne lecture. Ben, si, là, ils se sont fait battre, là. Ils se sont fait traverser. Ouais. Fait qu'il n'y a pas de détour par rapport à ça. Je pense que c'est, dans sa réponse précédente, Martin Saint-Louis parle de perspective. Je pense que c'est important que les joueurs se rappellent du fait que, justement, il y a un mois, ils auraient payé cher pour se retrouver dans la situation dans laquelle ils sont. Le Canadien est encore maître de sa destinée malgré le fait qu'il s'enfarge. Il y a des équipes derrière lui qui refusent d'en tirer profit. Alors, tant mieux. C'est une course de tortue. Ça donne... Oui, puis honnêtement, ça ressemble maintenant à ce qu'on vivait l'année dernière. Exact. Pas le Canadien, mais à l'échelle de la Ligue nationale. Je trouvais jusqu'à il y a quelques semaines que c'était une course qui était somme toute endiablée parce que tu avais des équipes qui avaient chacune des poussées intéressantes pour se replacer en avant du paquet. Mais là, en ce moment, c'est assez lamentable comment tout le monde vivote, en gagne un, en perd deux. Ça joue à peine pour 500, sinon moins. C'est comme... Il n'y a personne qui a l'air de le vouloir, ce poste-là. À part les sénateurs d'Ottawa qui, finalement, eux, ont pris 6 points d'avance sur le Canadien. Eux autres semblent s'être finalement distancés. Alors, les Canadiens sont condamnés à remporter une seule des 2 positions d'équipe repêchée. Puis, il va falloir que ça replace et ils veulent y parvenir. Puis, moi, j'ai vu les propos de Martin hier comme un appel au calme. C'est l'entraîneur qui disait à ses joueurs qui est conscient que ça chauffe et que son équipe est en train de s'enliser et de dire là, mais non, on va se battre. Puis c'est vrai, quand tu prends un pas de recul, tu regardes la position où l'équipe se trouve, c'est une position avantageuse, mais quand tu regardes la tendance des 10-12 derniers jours, c'est très, très inquiétant là, parce que cette équipe-là, souvenez-vous, elle a fonctionné juste comment je pourrais dire, en pic. 2 mois. J'essaie de traduire l'expression en pic pick and valleys. Là, ça a été en montagne russe. Le début de saison a été affreux. Après ça, l'équipe a commencé à se redresser défensivement. Patrick Laine est arrivé, c'est parti vers le haut en flèche. Puis là, la séquence après les fêtes a cassé. On a vu ça s'étioler tranquillement. Ça a été une descente infernale. Et on dirait que la pause des 4 nations a permis d'appuyer sur le bouton de remise à niveau. Puis là, l'équipe est repartie vers le haut. Le temps après avoir eu le temps de s'entraîner, de se reposer, tout ça. Et là, on voit le même scénario qui s'était produit après la première montée. Le jeu défensif qui est complètement à plat, des erreurs, des manques de couverture, des prises de risques inutiles, des revirements épouvantables. Puis là, on est rendu à quoi? 5 matchs dans les 7 derniers où l'équipe a donné 4 buts et plus. Les chances de marquer sont en hausse dramatique. Et là, moi, je considère que ce qui s'est passé à Philadelphie, c'est dramatique pour cette équipe-là parce que là, l'équipe s'en va vendredi soir jouer en Caroline où le Canadien n'a pas gagné depuis 2016, si ma mémoire est bonne. C'est le premier match dans la Ligue nationale de Charlie Lindgren. Hey. Il avait remporté. C'est lui qui était devant le filet pour ce match-là. Et puis là, on l'a plus, là, lui. Non. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Et dimanche, en Floride, c'est contre les Panthers. Le Canadien a une victoire depuis 2019. Puis elle est arrivée dans le temps des fêtes, là, dans le voyage magique qui avait contribué à changer, qui avait lancé le Canadien en avant. Alors, est-ce que le Canadien peut gagner un match en Caroline contre une équipe qui a un style de jeu absolument hermétique puis qui lui cause beaucoup de problèmes? Est-ce que le Canadien peut battre 2 fois dans la même saison les champions de la Coupe Stanley sur leur patinoire où ils n'ont jamais eu, où ils n'ont pas eu au cours des 6 dernières années beaucoup de succès? Alors là donc, c'est le Canadien devant le miroir puis il regarde une possible série de 6 défaites consécutives dans le dernier droit de la saison. Alors, c'est pour ça que cette défaite-là fait extrêmement mal. Puis moi, honnêtement, je suis en train de me demander si, tout simplement, si cette équipe-là n'est pas juste en train de manquer d'énergie, de manquer de gaz. Oui, bien, c'est certainement une hypothèse. Parce que, tu sais, on s'entend, là,
Ce sont des gens, c'est une jeune équipe. Les gars, ils veulent gagner. Ils ont eu du succès partout où ils sont passés avant d'arriver dans la Ligue nationale. Puis c'est certainement pas par manque de volonté de gagner que l'équipe est en train de s'étioler ça, défensivement. Fait que je me demande vraiment s'il n'y a pas... on n'est pas en train de plonger parce qu'il n'y a pas énormément de profondeur. Ouais. Non, mais ça, c'est certainement une hypothèse, puis je vois vraiment pas comment l'abandon peut en être une, là, surtout avec ce qu'on a vu cette année. Parce que Martin, je fais référence à ça, parce que Martin Saint-Louis disait, je pense que c'est une question que Marc-Antoine avait posée, où il disait la motivation, c'est rien pour moi. Je suis sûr qu'ils sont motivés. Ils n'ont jamais été aussi bien positionnés depuis plusieurs saisons, puis c'est là qu'ils veulent aller. Mais ils ne sont pas disciplinés dans leurs actions, par exemple. Non. C'est ce que les 2 derniers matchs nous ont montré. Vrai, mais est-ce qu'ils sont capables... C'est ça. S'ils ne sont pas disciplinés, ils veulent sans doute être disciplinés, mais s'ils ne sont pas capables d'exécuter, c'est peut-être qu'ils ont frappé un mur. Ou encore, autre hypothèse, que c'est ça cette année, parce que c'est ça qu'on a vu. Tu parlais de montagnes russes, de sommets et de vallées. Oui, des sommets et des vallées. Mais là, la bonne nouvelle, c'est que là, la vallée, là, il reste quoi? 11 matchs? Là, on est dans la vallée, là. Ça peut juste se remonter. Parce que c'est ça qu'on a observé. N'empêche, quand on regarde la saison, on parle de tendance, c'est sûr, quand la saison dans son ensemble, d'abord, qui aurait pu imaginer que cette équipe-là connaisse un début de saison aussi catastrophique, si sous-estimée était-elle en début de saison? Mais donc, grande traversée dans la vallée. Ensuite, ascension épique. Et on recommence, et c'est peut-être ça qui nous attend, c'est peut-être la remontée. Sauf que cette transition-là, elle ne se fait pas du jour au lendemain. L'équipe ne passe pas de jouer un match affreux à un match excellent du jour au lendemain. Non. Habituellement, il y a un crescendo qui se fait, puis là, tu arrives, tu atteins ton apogée à nouveau, et là, c'est pas le bon moment d'arriver en Caroline puis d'essayer de corriger le genre de performance qu'il y a eu jeudi soir, puis de livrer un match parfait, 2 matchs parfaits de suite. Alors, moi, c'est ça j'ai peur que le Canadien manque de temps pour faire ces réparations-là. Et l'équipe ne s'entraîne pas. Là. Il y a eu quoi, une séance d'entraînement cette semaine? À Saint-Louis, oui. Ouais. Mais c'est ça aussi, c'est l'autre ingrédient du succès. L'équipe gagnait quand ils ne s'entraînaient pas avant les fêtes. Oui, c'est ça. Mais en même temps, c'est délicat parce qu'à ce temps-ci de l'année, si tu es dans une période creuse puis tu veux apporter des correctifs, il faut que tu t'entraînes. Mais la majorité des équipes, là, éliminent les séances d'entraînement, gardent leur niveau d'énergie, puis on réduit ça au minimum. Donc, à un moment donné, il faut que tu tranches. Mais Martin, quand tu utilises l'expression montagne russe, je vais continuer avec cette image-là. Vous savez, quand vous êtes à la ronde puis que vous montez une montagne russe, à un moment donné, ça fait longtemps que tu es allé. Non, j'ai des jeunes enfants. Je suis allé. Okay, d'accord. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allé, mais là, ma carte est. C'est le fun des montagnes russes. Alors là, tu arrives en haut, puis là, ça fait tic. Puis là, ça ralentit, là. Puis tu le sais que ça va descendre. Tu le sais que ça va descendre parce que là, le buggy est ralenti, puis il n'y a qu'un seul endroit où ça peut aller. Puis des fois, le Canadien gagne des matchs, puis tu le sais que le buggy ralentit, tu arrives en haut de la côte. On le voyait, là. Tu le sens venir. Fait que c'est ça. Il n'y a pas nécessairement d'excellent à exécrable d'un match à l'autre. Il y a une progression qui se fait ou une dégradation. Puis au mois de janvier, quand le Canadien a terminé sa séquence de bons résultats, on le voyait venir à ce moment-là. Puis quand le Canadien est allé perdre à Détroit 4-2 dans un match où il n'était pas du tout là, après ça, c'est là que sa séquence d'un match, d'une victoire en 10 matchs a suivi. J'ai trouvé que quand le Canadien est allé se faire battre à Saint-Louis, il y avait un peu des airs similaires. Alors, c'est pour ça que... Puis la semaine passée, je pense, Martin, c'est ça que tu nous disais, les signes, le tic-tac, le tic-tic-tic, on l'entendait même si le Canadien gagnait. C'est ça. Alors, tu sais, là, on est dans une sorte de plongée. Je sais pas, le défi, c'est de pouvoir arrêter ça sans que tu te rendes à 10 matchs, parce que là, le Canadien n'a pas ce luxe-là. Mais pour que ça se produise, il va falloir que... Tu sais, c'est une équipe, j'en ai souvent parlé du fait que c'était une équipe à maillon faible qui avait besoin de toute sa profondeur, que ses moins bons soient meilleurs que les moins bons de l'autre équipe, parce que tes meilleurs ne sont pas nécessairement meilleurs que les tops de d'autres équipes. Alors, dans ce contexte-là, il faut vraiment que tu reviennes à un équilibre sur 4 trios. Il faut que ta troisième paire de défense t'en donne plus pour éviter que tu surcharges Matheson, parce que depuis qu'on en a parlé en bien ici, ces derniers matchs ont été lamentables. À un moment donné, il faut que tu aies la contribution de tout le monde pour éviter de mettre la pression systématiquement sur les mêmes joueurs.
Parce que ces gars-là, à un moment donné, c'est normal, ils vont tirer la langue. Tu vas toujours t'en remettre au trio de Suzuki, toujours t'en remettre à Lane Hudson. La grosse shot à Patrick Laine. Puis te fier systématiquement sur tes gardiens. Eux autres aussi, à un moment donné, on leur en demande trop. Là. Est-ce que c'est uniquement une question de discipline? Tu parlais de le réservoir est peut-être à sec. Ben, tu regardes un gars comme Matheson, c'est drôle, on en parlait au balado de mardi dernier. C'est un gars qui est extrêmement important pour l'équipe. J'étais en train de le prolonger. Je l'aimais, là. Je voulais... Je voulais toutes les échanger, sauf lui. Mais tu sais, il est utilisé beaucoup. Hier, il a coûté 2 buts dans ce match-là. Là. Un match extrêmement important. C'est supposé être ton vétéran le plus fiable, mais il ne peut pas ne pas y avoir un élément fatigue là-dedans aussi. Tu regardes le rythme d'utilisation. Il y a un but qui a été marqué en avantage numérique par les Flyers, qui n'avait pas marqué en avantage numérique depuis le début du mois. Là. C'est quoi? Il était 0 en 31. Mike Matheson qui appuie l'attaque en désavantage numérique, qui prend un tir sur réception, puis qui continue sa course jusqu'au filet. Tu as 3 en désavantage numérique, 3 joueurs du Canadien qui sont postés près du filet. Puis un revirement de Yoel Armia qui donne un surnombre, un but facile. Puis après ça... Un revirement épouvantable à donner la rondelle à Michkov qui a marqué. C'est 2 buts dans ce match-là. C'est supposé être un des gars qui tire la charrette, qui t'assure que ça fonctionne bien. Moi, je pense qu'il y a un certain élément de fatigue là-dedans, outre le fait que Matheson n'est pas une merveille défensive non plus. Mais ce qui va peut-être sauver le Canadien dans cette course-là, c'est que ça va peut-être être la première saison depuis longtemps où une équipe de l'Est va pouvoir accéder aux séries sans avoir 90 points. Et c'est pas arrivé... Si la tendance se maintient. Oui, c'est pas arrivé depuis 2010. Il y avait les Flyers et le Canadien qui s'étaient qualifiés avec 88 points. Puis tout le monde calcule les gens regardent combien ça a pris de points pour participer aux séries lors des saisons précédentes. Puis c'est souvent 92, 93. Il y a 3 ou 4 ans, je pense que toutes les équipes avaient au moins 100 points pour participer aux séries. Ouais. Ça avait été... Il y avait un déséquilibre incroyable, une disparité incroyable. Mais là, si le Canadien joue pour maintenir le rythme d'une équipe de 104 points, ce qui est quand même beaucoup là, pour les 11 pour les 11 prochains matchs, donc si le Canadien joue pour 614, ça va être le cadran va s'arrêter à 89 points. Là, et c'est l'équipe la mieux positionnée pour les séries. Fait que c'est une course qui est très particulière. C'est à qui perd gagne. Mais on le disait, puis là, je fais une parenthèse philosophique, puis on pourra rester en plan. Là, c'est pas grave si on n'a pas de conclusion, mais c'est ça fait 2 années de suite que personne veut rentrer. C'est une coïncidence ou je sais pas? Parce que c'est vrai que l'an passé, le Canadien n'était pas impliqué, là, mais c'est vrai que l'an passé, on remarquait ça, que chaque fois qu'une équipe semblait prendre un peu les devants pour la dernière ou une des 2 dernières places, connaissait une mauvaise séquence et ainsi de suite... Est-ce que c'est quoi? C'est un hasard ou... Je pense pas. C'est une très bonne question. J'ai pas la réponse à cette question. Puis c'est ça, comme je disais, là, j'en exige pas. Mais ça fait peut-être... Comme le reste du temps. Ça indique peut-être seulement le fait qu'il y a de bonnes équipes puis il y a de moins bonnes équipes. Exact. Puis que le fossé entre les deux, des fois, est facilement identifiable. Puis il y a beaucoup de saisons où tu finis par voir qui sont les bonnes équipes, qui ne le sont pas. Puis le partage de passer d'un groupe à l'autre, c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de transferts. Mm-hmm. Cette année, il y a une équipe qui est entrée en Ottawa, une équipe qui en est sortie en Boston. C'est à peu près ça. Sinon, ça ne bouge pas énormément. Alors, puis finalement, avec le calendrier, fait en sorte aussi que tu vas en affronter les bonnes équipes. Tu as beau vouloir puis essayer de te faufiler, tu vas quand même affronter des adversaires de qualité. Mais j'ai pas de réponse définitive à ce sujet. D'accord. Non, puis il y a une différence entre vouloir et pouvoir dans cette ligue-là. Là. Il y a quand même n'importe quelle équipe peut gagner quand même n'importe quel soir. Donc, on n'a pas de conclusion, mais j'aimerais proposer un titre. J'appellerais ça l'hypothèse du ventre mou. OK. Parce que c'est de ça dont on parle. C'est une autobiographie? C'est le 3e tome. 3e tome. Après, je l'avais dans la semaine passée aussi, je ne me rappelle pas. J'aime ça perdre ou comment perdre ou en tout cas. Okay. Juste pour terminer sur le Canadien, 1 ou 2 affaires. D'abord, ce qui a sauvé, on parlait des montagnes russes, là, ce qui a amorcé la remontée,
qu'est-ce que ça fait quand ça fait tic-tic-tic quand on arrive au bout, mais au début, ça fait pas vraiment de bruit. Mais ce qui a amorcé la remontée la dernière fois, c'est le repos, le congé des 4 nations. Là, sauf erreur, il n'y en a pas. Il n'y en a pas en 21 Non. Est-ce que c'est la seule chose qui a relancé? Est-ce que c'est la seule chose sur laquelle on peut compter pour espérer que ça reparte? Parce qu'on l'a vu cette année. C'est reparti à un moment donné. Unité spéciale. Okay. Il faut que tu marques des buts en avantage. Cette équipe-là a besoin de marquer des buts en avantage numérique. Parce que je n'avais pas beaucoup de chances de marquer 5 contre 5. Exact. Fait que et quand tu parlais de l'arrivée de l'aîné tantôt pour justement une de ces montées-là, c'est corollaire. J'ai cumulé quelques statistiques hier soir. J'ai à temps perdu. J'aime ça. Et il y a les chances dangereuses de marquer, le partage des chances dangereuses de marquer, celle que tu inscris toi-même et celle dont tu es victime. Donc, si plus ton pourcentage est bas, ben, plus tu en donnes puis moins tu en génères. Mm-hmm. Le Canadien, j'ai divisé ça par mois. Au mois d'octobre, le Canadien, pour le partage des chances dangereuses de marquer, là, à 5 contre 5, au mois d'octobre, était 31e. Au mois de novembre, il a connu son meilleur mois. Ça ne s'est pas traduit par nécessairement beaucoup de victoires, mais il était 8e. En décembre, il était 31e. En janvier, il était 25e. En février, ça a été très bien, il était 11e. Puis là, au mois de mars, à la suite du match d'hier, 26e. Donc, dans 4 mois sur 6, le Canadien s'est retrouvé dans le partage des chances dangereuses, vraiment solidement dans le dernier tiers des équipes, des pires équipes, en fait, 25e ou pire. Ouais. Ça, c'est dans 4 des 6 mois de la saison. Alors, quand on regarde les pronostics sur quelles sont les chances des Canadiens de participer aux séries, même s'ils sont encore dans une position où ils forment une des 2 équipes repêchées, l'une des raisons, à mon sens, pour lesquelles le pourcentage demeure relativement bas, c'est que tu as une preuve assez tangible, mois après mois, du fait que cette équipe-là donne trop de chances et n'en génère pas suffisamment. Fait qu'il faut que je ne sais pas si c'est quelque chose qui se corrige dès cette année, j'en doute, mais la façon de contourner ça, c'est de pouvoir être particulièrement performant sur tes unités spéciales, puis que tes gardiens réussissent à faire un peu plus d'arrêt que ce qu'il leur est demandé. Ouais. Puis depuis la pause des 4 nations, en tout cas, selon les décomptes que je fais, ce problème-là était resté, mais le Canadien accordait moins de chances. On obtenait moins, obtenait par exemple 7 chances de marquer dans un match, mais on accordait 9 ou 10, ce qui est quand même peu. Fait que ça donne une chance à tes gardiens de garder la tête hors de l'eau puis de te maintenir dans le match. Puis si toi, tu es opportuniste, puis on regarde les taux de succès qu'avaient Caulfield, Suzuki, Slafkovský sur leurs tirs au filet. À un moment donné, ils étaient dans le 25, 28, 30 %. Ça ne peut pas durer toujours, mais ça faisait en sorte que le Canadien était opportuniste, ne donnait pas trop de chances de marquer. Mais là, avec des 25 chances de marquer contre Colorado, avec à Saint-Louis, 22, 24 chances de marquer de qualité, puis 17 contre les Flyers, la pire équipe de la Ligue nationale depuis la date limite des transactions, ils ne vont pas s'en sortir, ils ne génèrent pas assez d'attaques pour ça. Puis les gardiens, le Canadien, je pense, est quand même potable et respectable devant le filet, mais il n'y a pas de gardiens qui peuvent, je pense, voler des matchs de façon régulière. Il faut que tu les aides, il faut que tu travailles avec eux. Puis quand tu donnes 25 chances de marquer de qualité, il n'y a aucun gardien qui peut passer à travers ça. Qu'est-ce qui est arrivé avec la belle profondeur, hein? Avec Emil Heinemann qui marquait des buts, puis tout le monde participait, puis tout le monde... ça fait un petit bout, là, puis je parle pas juste là, j'ai nommé Heinemann, là, mais Jake Evans. Emil était celui qui était un peu l'ingrédient secret qui permettait à ce trio-là de passer beaucoup de temps en zone adverse, entre autres, la qualité de son échec avant. Puis, il y avait plus d'occasions de tirer, me semble-t-il. C'est juste un exercice à l'œil nu. Il me semble avoir... en début de saison, il avait plus d'occasions de tirer au filet qu'il n'en a depuis son retour au jeu. Son impact est moindre. Ouais. Mais c'est une recrue aussi, tu sais. C'est première saison dans la Ligue nationale. Ouais. Non, mais c'est pas une question de blâme. Non, c'est pas une question de blâme. C'est qu'à un moment donné, c'est que si tu te fies sur une recrue pour pouvoir te sortir d'impasse, à un moment donné, il faut que tu vis avec ses hauts et ses bas. Sinon, il y a une régression tout à fait normale dans la production d'Evans puis Armia. Puis ils ont un gars qui joue à une main sur le trio. Ça, c'est Yoel. Il a juste 5 mains au lieu de 6. 5 mains?
Mon Dieu, sur le trio. Ah, OK, d'accord. Oui, d'accord. Je croyais qu'Armia avait juste 5 mains. Je me disais, c'est une image générée. 5 mains, mais un doigt. Intelligence artificielle. Mais de l'ancienne génération. Ouais, c'est ça. Je parlais collectif. mais la profondeur, sinon, récemment, le trio de Dvorak en a donné beaucoup. T'as raison. Hier encore, je pense que Josh Anderson a été quand même l'un des attaquants les plus menaçants du Canadien. Dvorak n'a pas encore marqué, non? Dvorak a marqué, absolument. Oui. Puis, tu sais, il y a quand même... Puis, sur le deuxième trio, Newhook fait, je pense, du très bon travail en ce moment au poste de centre. Ouais. Il s'en tire mieux offensivement que ce à quoi je m'attendais. Il finit quand même la saison en force. Je pensais que tu allais dire... J'ai l'impression qu'il exploite encore. Tu sais, c'est un patineur rapide, là, explosif. Et j'ai l'impression qu'au centre, il y a encore plus. On le voyait avant d'être muté au centre, utiliser beaucoup sa vitesse, mais j'ai l'impression que ça lui permet encore plus d'utiliser sa vitesse, de jouer à cette position-là. Newhook, je pense qu'il joue son meilleur hockey depuis qu'il est arrivé chez Canadien. Ouais. Mais ses alliés, par exemple, viennent et vont. Laine était encourageant pendant quelques matchs, Joshua Roy également. Mais tu sais, c'est un trio qui, normalement, devrait t'aider à générer de l'attaque. Puis en ce moment, c'est pas... au volume, il y en a pas beaucoup. T'sais. Je pensais que tu allais dire Newhook est meilleur... T'as fini par dire que ce que je pensais, ou en tout cas, j'essaie de te citer d'il y a 2 secondes. Oui, absolument, parce que je crois que le Canadien se posait la question à savoir si c'était véritablement un joueur de centre, puis on a pensé pendant un certain temps que son avenir dans l'équipe était à l'aile, mais il profite de l'audition qu'il a en ce moment. Je pensais que tu allais dire est meilleur que ce qu'on a vu de Kirby Dach. Je pensais que c'est ça que tu allais dire. Ben, ça, c'est clair. C'est clair. Ouais. C'est drôle, hein? En ce moment, la façon... C'est meilleur que ce qu'on a vu de Kirby Dach cette saison. Oui. Oui, c'est ce que je veux dire. Ouais. Mais la façon que Newhook a d'utiliser sa vitesse puis d'attaquer, de faire des incursions individuelles, là, je ne pars pas en peur, mais ça me rappelle la façon d'attaquer de Nathan MacKinnon. C'est pas du tout le même type de joueur. Jack, note ça, là. Marc-Antoine Godin, 2 points. C'est ça. Alex Newhook égale Nathan MacKinnon. C'est ça le titre de l'épisode. Mais dans la façon de dire, j'utilise ma vitesse pour transporter la rondelle puis essayer de passer entre 2 défenseurs pour générer moi-même une chance individuelle de marquer. Comme il a fait hier sur son but. En ce moment, il le fait à chaque match. Ouais. Alors, c'est dans ce sens-là. C'est pas du tout la même catégorie de joueurs. On s'entend, mais je trouve que dans le style, l'approche offensive, je trouve qu'il prend confiance en ses moyens pour dire, je vais non seulement transporter la rondelle, mais je vais également rester entre les points de mise en jeu puis générer moi-même une chance de marquer au lieu de bifurquer vers l'extérieur de l'enclave puis essayer de trouver une option de passe. Je trouve ça sain, c'est le fun parce que des attaques directes, le Canadien en a besoin. Ils en ont pas des tonnes, des joueurs qui pensent de cette manière-là. Mm-hmm. Alors, en ce moment, je trouve ça encourageant. Évidemment, c'est plus facile à faire du centre que de l'aile. Ouais. Ah, très bien. Les choses changent vite au hockey. Hein? En début de saison, on pensait que l'avenir de Newhook, ça allait être à l'aile, puis l'avenir de Dach, ça allait être au centre. Et soudainement, l'an prochain, on pourrait très bien se retrouver dans un scénario où c'est le contraire. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. On a demandé, via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, au public, dans la foulée du congédiement de Tortorella, un commentaire. D'ailleurs, c'était bon, ça. Tortorella, là, souvent, quand je fais des citations, vous avez lu des trucs plus consistants que moi, fait que vous ajoutez. Alors, permettez-vous de le faire si c'est le cas. Mais est-ce que c'est aussi simple que Tortorella, après un match, a dit... je sais pas trop comment coacher ça, une équipe qui n'a rien à faire. Je suis pas intéressé à apprendre comment diriger une équipe qui vit ce genre de saison-là. C'est exactement le contraire de ce qu'on vivait à Montréal l'an passé, mais cohérent avec le personnage, n'empêche, non? Oui, je pense que la défaite a fini par peser lourd sur lui. Il dit qu'il y avait eu, dans ce court point de presse-là, ça c'est après le match face aux Maple Leafs de Toronto, que les Flyers avaient perdu 7-2, il disait quand tu ne vois pas la lumière au bout du tunnel, il y a beaucoup de frustration qui s'installe. Puis on dirait qu'il parlait des joueurs, mais il parlait aussi de lui-même. Alors ça, c'est assez frappant. Puis je pense que c'est sûr que c'est un facteur qui a contribué. Ça a peut-être été la goutte qui a fait déborder le vase, mais c'est pas strictement sur la base de ces commentaires-là qu'il a été congédié. Daniel Brière a dit
qu'il y avait un certain nombre d'éléments sur lesquels ils n'étaient plus d'accord, l'un et l'autre, dans leur façon de procéder. Puis tu regardes la façon dont Michkov, Couturier et Konechny ont joué face aux Canadiens hier. Ils avaient l'air de 3 gars qui étaient drôlement libérés du joug de leur ancien coach, puis qui sont... Couturier et Michkov ont eu maille à partir avec Tortorella depuis l'an dernier, là, dans le cas de Couturier, entre autres. Fait que le Canadien a fait les frais aussi de cet élan-là, de cette libération-là. Mais écoute, moi, je trouve que pour que les Flyers aient pris cette décision-là alors qu'il ne restait que 9 matchs à jouer à leur équipe, c'est qu'il fallait qu'ils jugent que la situation soit vraiment intenable et que ça ne pouvait plus attendre. Là. Parce que normalement, rendu là, tant qu'à ça. T'attends jusqu'à la fin de la saison, tu dis notre saison s'en va dans le caniveau, ben allons ramasser un choix top 5 puis ce sera ça. Mais non, là tu dis on ne terminera pas la saison avec notre entraîneur-chef, puis peut-être que ça va permettre aux Flyers d'aller grappiller 2-3 victoires de plus qui vont leur empêcher d'un choix top 5. Mais c'est pas un congédiement. Mais vas-y, Martin. Ouais, ben écoute, moi... je ne m'attendais pas à ce qu'il soit de retour la saison prochaine. Je pensais qu'à la fin de la saison, il allait être congédié. Hier, à BPM, mon segment est à 7 heures. On parlait de Tortorella, puis je disais ça, que moi, je pensais qu'il allait être congédié à la fin de la saison. La prophétie. Mais ce que j'entendais durant la saison à Philadelphie, tu sais, John Tortorella, c'est un entraîneur, je pense, qui est très bon avec les jeunes pour inculquer une discipline, puis l'encadrement, puis tu dois t'entraîner à tous les jours, puis si tu t'entraînes, si t'es pas capable de t'entraîner, tu joueras pas le match du soir, puis tout ça. Il est capable de pousser en termes d'exigence, de relever ça à un niveau incroyable. C'est quand l'entraînement sont reconnus comme étant les plus exigeants dans la Ligue nationale et tout ça. Mais la façon dont il gère son personnel, à un moment donné, les joueurs décrochent. Ça use. Et c'est un gars qui prend de la place aussi. Moi, j'ai eu plusieurs fois l'impression, au cours des dernières années, qu'il essayait qui embarquait par-dessus ses patrons à l'occasion. Sean Couturier, l'année passée, nommé capitaine, puis 2 semaines après avoir été nommé capitaine, alors qu'il n'a jamais été sorti de l'alignement auparavant, pouf, 2 fois dans les gradins. Puis sortir des joueurs de l'alignement, des jeunes joueurs qui étaient très performants, puis là, des punitions comme ça que les joueurs considèrent comme humiliantes des fois, à tort ou à raison. Mais dans un long calendrier, ça peut arriver que tu aies des contre-performances ou des moments plus difficiles. Puis et les joueurs, de façon générale, adorent sa franchise à Tortorella, puis disent qu'il est très le fun à côtoyer personnellement, mais à un moment donné, les joueurs décrochent de ce style de coaching-là. Et en tout cas, moi, ce que j'entendais, c'est qu'il était rendu là. Puis effectivement, je connais un peu Daniel. S'il a décidé de tirer la plug à ce moment-là, c'est parce que là, ça allait... C'était rendu inacceptable. C'est ça, mais j'allais dire, c'est pas un congédiement classique. Tu as un entraîneur, tu as une situation particulière, tu as un entraîneur particulier. Brière a dit il y a 2-3 fois avec le sourire... c'est pas un gars... Mais c'est un gars compliqué. C'est ça qu'il a dit. Il a pas dit c'est pas un gars pas compliqué. Il a dit c'était compliqué. Puis le prochain risque d'être moins compliqué. Et ça va être facile à battre de ce qu'on comprend. Mais c'est aussi une situation où tu as clairement un coach qui n'a rien à prouver, qui n'a pas envie de vivre ça, qui le dit publiquement. Puis bon, tant qu'à comment dire... à mariner là-dedans jusqu'à la fin de l'année pour rien, ben on se sépare. Là. C'est un peu ça qui se passe. C'est un peu ça qui s'est passé. Non? C'est la première fois que Tortorella quitte le banc d'une équipe en ayant une fiche avec cette équipe-là inférieure à 500. Tu sais, somme toute, ces méthodes aussi controversées et... Ben, on en faisait l'apologie l'an passé, les dernières années. C'était notre... Ouais. Mais en général, ça a fonctionné. Ça fonctionne de moins en moins et de moins en moins longtemps, cependant. Probablement que ça a à voir aussi avec la génération de jeunes joueurs qui arrivent et qui est moins tolérante face à ce type de régime-là. Mais Tortorella, c'est un peu comme le professeur sévère que tu as au secondaire, que personne aime, puis que c'est une fois que tu es devenu adulte que tu dis « je comprends ce qu'il voulait faire ». Fait que tu apprécies a posteriori la démarche, mais sur le coup, c'est lourd.
Fait que, évidemment, les écoles secondaires du Québec n'ont pas le luxe de pouvoir remplacer leur professeur à tous les 3 ans. Non. Mais les Flyers, eux, avaient cette possibilité-là, d'autant plus que Tortorella n'avait pas été un choix de Daniel Brière. Brière avait décidé de continuer avec Tortorella, mais il avait été placé là par la direction précédente des Flyers. Alors, on avait une question au public. Ça, mais ça, c'est un élément clé. C'est un élément important. Puis ça va être intéressant. On va y revenir après la question du public, mais Brière aura ça va être son premier entraîneur, dans le fond, qui va nommer. Alors, on a demandé, je fais ça rapidement là, sur Facebook. Les outils, de toute façon, m'ont abandonné. Je n'ai pas malheureusement les réponses sur les autres réseaux sociaux, mais merci d'avoir participé en grand nombre. Ça a été un franc succès. Donc, Bernard dit sur Facebook, Pascal Vincent. Intéressant. Il y a Alex sur Facebook aussi, Gardiner McDougall. C'était ton meilleur, Martin. Oui, mon héros. Qui est cet entraîneur des Maritimes, disons ça comme ça, qui avait jamais perdu au niveau universitaire. Une saison parfaite de 43 victoires la saison dernière au niveau universitaire. Il est allé diriger l'équipe Canada des moins de 18 ans au championnat mondial. Fiche parfaite de 6 victoires, si ma mémoire est bonne. Donc, saison parfaite de 49 victoires. Cette année, est allé diriger au niveau junior majeur à Moncton et son équipe a perdu 9 matchs en temps réglementaire durant la saison. La seule équipe de la Ligue à avoir eu 100 points et plus. Donc, c'est quand même... Favorite pour remporter le trophée du président? Oui, je pense que son bilan, c'est comme 102 victoires, 11 défaites sur les deux saisons, là. Sur la saison dernière puis cette année. C'est quand même, en tout cas, c'est pas pire. Il n'a échappé 11, moi, c'est ce que je retiens. Mais McDougall, là, puis je ne veux pas m'éterniser là-dessus, mais de faire le hockey universitaire, je parle pas de calibre, là, je parle d'organisation, mettons, là, c'est pas la même réalité que le hockey junior, là, c'est d'autant plus impressionnant. Zachary, toujours sur Facebook, Guy Boucher, Alexis, Sylvain Favreau, dont le nom se fait entendre de plus en plus souvent. Là, vous pardonnerez mais le nom de David Carl revient. David Carl, oui, c'est l'université de Denver. Ah. Et lui, un autre exemple où on a des auditeurs plus brillants que moi. Il y en a, ça c'est documenté. C'est William qui propose. Donc, excuse-moi, quelle université? Denver. OK. Puis il est bon? Il est très bon. Il a remporté le championnat national l'année dernière. C'est encore une force, une des puissances de la NCAA cette année. Je parlais plus tôt cette saison avec un espoir du Canadien, Sam Harris, qui joue là, qui a quand même marqué plusieurs buts. Puis, il y avait des rumeurs en début de saison par rapport au fait que David Carl pouvait être débauché par une équipe de la Ligue nationale. Puis, il a tenu à rassurer ses équipes, ses joueurs qu'il n'allait pas quitter. Mais c'est vrai que c'est vraiment un nom qui est très, très tendance à l'heure actuelle. Donc, qui va finir, on imagine, par... Oui. Par arriver. Puis, celui qui proposait David Carl, Joël Kenville. Puis Joël Kenville, son nom revient souvent. Je pense que c'est une réponse absolument adéquate à la question. Cela dit, je ne sais pas, ce serait déjà arrivé ou est-ce que ça va arriver, vous pensez? Oui. Le retour de Kenville, oui. Il a reçu l'absolution. Si Stan Bowman s'est retrouvé une job comme directeur général, je vois pas pourquoi Joel Kenville ne reviendrait pas dans la Ligue nationale. Il a été extrêmement performant partout où il est passé. C'est pas un concours de la plus belle personne. Là. C'est qui est le meilleur entraîneur. C'est sûr que c'est un bon entraîneur. Non, je dis ça juste parce que ça m'étonne que Bowman se soit retrouvé du travail avant lui. J'aurais pensé, j'aurais imaginé l'inverse. Enfin. Puis, dans la Ligue américaine, il y a un gars qui s'appelle Todd Nelson, qu'on a brièvement vu à la tête des Oilers d'Edmonton en 2015. C'est un gars qui puis a également été assistant-entraîneur un petit peu avec les Stars de Dallas, mais c'est un gars qui, à l'échelle de la Ligue américaine, a toujours d'excellents résultats. Fait que c'est le genre de gars qui... Tu te dis, voyons, quand est-ce qu'il va avoir une vraie chance dans la Ligue nationale? Mais c'est un bon coach. Puis... ses équipes livrent toujours la marchandise. Encore là, c'est sa 3e année à la tête des Bears de Hershey, puis ça va encore très, très bien de ce côté-là. Fait que j'imagine que c'est le genre de gars qui, un jour, même si c'était dans une équipe peut-être de moins gros marché ou qui est dans une
ça pourrait être avec les Flyers aussi. Une équipe qui est en reconstruction puis qui n'attend pas nécessairement de résultats immédiats, ça pourrait être un candidat intéressant. Ben justement, vidons ce sujet-là parce que c'est ça, je ne sais pas jusqu'à quel point Tortorella, c'était le bon profil d'entraîneur pour la situation dans laquelle les Flyers sont. Un jeune comme ça pourrait être un bon profil. Est-ce que parce que le DG est québécois, ça favorise peut-être l'émergence d'un entraîneur d'ici? Comment vous... Ben, je ne sais pas si ça va favoriser, mais ça écartera certainement pas. Ça nuira pas? Non, ça nuira pas. Le président des Flyers est quand même pas Keith Jones et pas québécois. Là. Je pense qu'ils vont prendre le meilleur candidat possible. C'est ça qui est important pour eux. Moi, j'ai très hâte de voir... Là où se trouvent les Flyers, présentement, ils sont encore en reconstruction. Ils vont encore avoir des jeunes joueurs qui vont s'ajouter. Ils vont encore sélectionner parmi les premiers au repêchage. Ils ont des... Alors, je pense que c'est important d'avoir un pédagogue. Joel Kenville, c'est un entraîneur renommé. Est-ce que... Ce sera à eux d'évaluer, mais est-ce que c'est plus le genre d'entraîneur que tu places aux commandes d'une équipe plus mature, plus prête à performer qu'une jeune équipe qui a besoin d'enseignement? Ils évalueront ça. Je pense que Yann Laperrière va poser sa candidature. Yann Laperrière, joué pour les Flyers, était reconnu comme l'ultime... M. Snyder, le décédé le défunt propriétaire des Flyers, avait dit que c'était le joueur le plus tough à avoir jamais porté l'uniforme des Flyers, ce qui est quand même pas rien quand tu parles des Flyers, mais il y a quelques années, Yann a pris la décision de quitter son poste d'assistant dans la Ligue nationale pour faire une carrière d'entraîneur en chef. Ça fait 4 ans qu'il dirige le club-école des Flyers, qui n'a pas regorgé de talent. Là. On peut pas... Alors, j'imagine qu'il va être sur les rangs. Je pense qu'un gars comme Pascal Vincent va être sur les rangs aussi parce qu'il a l'expérience de la Ligue nationale, beaucoup. Il a été entraîneur de l'année dans la Ligue américaine déjà, puis il a eu encore du succès dans la Ligue américaine. Mais on s'entend, l'offre surpasse énormément la demande à ces postes-là. Fait que ils vont avoir l'embarras du choix là, selon les critères qu'ils vont se donner. Je ne l'ai pas nommé, mais le nom de Yann Laperrière aussi revenait dans certaines réponses des gens qui ont participé à la question. Puis dans le cadre d'une reconstruction aussi, Laperrière me semble avoir le bon tempérament. Parce que c'est un gars qui... Tu sais, il a le feu, il veut gagner, il y a une fougue extraordinaire, mais en même temps, il va être capable de lire la circonstance puis de garder les choses légères quand la situation le demande. À cet égard-là, il me semble, je verrais un peu une parenté dans la gestion de son vestiaire avec Martin Saint-Louis. Ouais, c'est drôle, moi aussi, je pensais à ça. Okay, voilà. Et c'est une recette, enfin. À Montréal, jusqu'à maintenant, les fruits commencent à pousser tranquillement. Donc, c'est peut-être inspirant. Bon, concluons. Mais juste avant. Je voulais conclure. Non, mais c'est toi l'animateur. C'est moi. Oui? C'est moi. Avant de conclure, je voulais dire une dernière chose. Tantôt, j'exigeais pas de réponse, mais généralement, j'exige. Non, je l'ai évoqué en début dans les titres pour lancer l'introduction. On est beaucoup en attente, ou enfin... Alex Ovechkin se rapproche de semaine en semaine du record de Wayne Gretzky. Puis en parallèle, c'était hier. Oui, c'était hier. Je pense que Sidney Crosby a égalé un record. C'est pas le même, évidemment. C'est pas dans la même amplitude, mais il a battu le record. C'est-à-dire pour le nombre de saisons consécutives avec une moyenne d'1 point par match. Gretzky en avait 19. Crosby en a maintenant 20 avec sa récolte de points cette semaine. Et je voulais juste, dans le fond, insister sur on a beaucoup, et avec raison, on suit avec beaucoup d'intérêt la chasse d'Alex Ovechkin, mais ramenez-vous il y a 20 ans, quand ces deux-là sont arrivés en même temps, à quel point c'était... Lequel? Un regain, ouais, puis on s'est posé ces questions-là. Puis là, on est en train d'écrire les derniers chapitres de ça. Puis, je voulais insister sur le fait qu'on était gâtés. Puis que jamais j'aurais envisagé qu'on parlerait d'affaires comme on parle maintenant, soit le record de but d'Ovechkin, puis même d'imaginer
20 saisons avec une moyenne d'1 point par match. Même Gretzky ne l'a pas fait. Je pense que ça vaut la peine d'être souligné. Puis, en même temps, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'Ovechkin. Pensez-vous qu'il va le faire cette année? Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas demandé. Pensez-vous qu'il va le faire cette année? Je pense que oui. Écoute, ça regarde bien. La cadence avec laquelle il marque, c'est assez épatant. Oh, oui, j'aime ses chances de se rendre là. Dans le cas de Crosby, cependant, moi, ce qui me renverse, c'est que c'est une équipe qui est tellement arrivée au bout du rouleau, qui se fait laminer sur une base régulière. Et lui, il est là, droit comme un chêne, à continuer de produire. À 37 ans, Wayne Gretzky, l'année où il a cessé de faire 1 point par match, c'est à l'âge de 37 ans. Ah ouais. Sa dernière saison. Il avait eu 9 buts en 70 matchs. Hein? C'est le même gars que Ovechkin s'apprête à battre pour le plus de buts en carrière. 9 buts, 62 points en 70 matchs. Ça, c'est la dernière saison de Gretzky. Puis là, Crosby, lui, à 37 ans, il est encore à 80 points en 72 matchs. Et il est de loin en avant de n'importe qui au sein de son équipe. T'sais. Alors, cette équipe-là... c'est pas comme s'il faisait juste laisser sa palette... Non, il est au cœur de tout. Puis honnêtement, plus les années passent, plus j'apprécie, même s'il n'est plus... il n'est plus tout à fait le joueur qu'il a déjà été. Moi, la version mûre de Sidney Crosby m'épate encore plus que la virtuosité de ses jeunes années. En fait, je le soupçonne d'avoir toujours été mûr. Oui, c'est vrai qu'il a toujours été loin en termes de maturité en avant de son âge, dans sa façon de se comporter, dans sa façon d'amener du leadership immédiatement quand il est arrivé dans la Ligue nationale. Je me souviens quand il était arrivé chez les Pingouins, on lui avait offert le poste de capitaine dès son arrivée. Il avait dit non, moi je viens d'arriver, là, je veux regarder... comment ça se passe et tout ça. Ça démontre une maturité incroyable. Fait que, ce record-là, pour moi, c'est juste... écoute, c'est ce qui illustre à quel point ce gars-là est animé d'un esprit compétitif exceptionnel. Vouloir gagner 5 ans, 10 ans, après 12, 13 ans... le corps commence à être meurtri, tout ça. Il y en a beaucoup qui lèvent le pied ou qui sont plus capables de suivre, mais lui, c'est vraiment un désir de gagner exceptionnel. Un gars qui n'a jamais lésiné sur les détails, sur l'intensité de l'entraînement et tout ça. C'est juste le portrait, c'est juste le reflet de ça. C'est vraiment un des grands joueurs de l'histoire de la Ligue nationale. Ça le dit, puis peut-être que je dis l'évidence, là, mais ça démontre le niveau de constance, une constance inégalable. Autant que Ovechkin batte le record de buts de Gretzky, ça relève de l'imagination quasiment. Autant ça. C'est moins spectaculaire, là, mais 20 saisons avec une moyenne. Ça aussi, là, c'est quoi l'expression? Ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Merci, Marc-Antoine. Puis imaginez quand Crosby va... aider le Canadien à ramener la Coupe Stanley dans 2 ans. Ça va être hein, Martin? Ça va être au poste de deuxième centre. Hein? Pour terminer sa carrière, ça va être... Ça va être bon. C'est beau. Garde cette capacité-là à rêver, Alex. C'est beau. C'est pas tant ma capacité. J'ai lu ça. Des autres. J'ai lu ça quelque part. Cela dit, j'espère... Je parlais de leurs destins qui sont liés... on a déjà eu, il y a quelques papiers qui ont été écrits là-dessus, là, sur leur relation. Ouais. J'espère que c'est quelque chose qui va être exploité à la retraite. Là, que un vrai rêve, un documentaire là-dessus où j'en veux. Je veux du contenu. Je veux du contenu. Netflix travaille déjà. Voilà, j'espère. Pas que ça va être bon. Ça va être bon. Le documentaire ou la Coupe Stanley? Je sais pas. Bon, c'est assez. Quelque chose à ajouter? Bon, le ventre mou, avez-vous cogité sur ma théorie du ventre mou? Faites ça, là, en fin de semaine. C'était tellement un bon titre, on peut pas laisser ça vide. On peut pas laisser cette coquille-là vide. Un titre d'autobiographie?
Bon, troisième tome. Marc-André, oui, non, mais c'est les Flyers puis c'est Martin, je vous l'avais déprésenté. Fait qu'imagine à quel point je suis loin. C'est même pas toi, là. C'est lui que j'appelle Marc-André. Parce que je peux tous vous appeler Marc-André si je veux. Les Flyers de Saint-Louis. Oui. Grosse équipe. 12 buts contre le Canadien. Quand tu remportes des titres mondiaux avant le balado, là, ça te mélange. Le succès te monte à la tête. Merci, Martin. Merci d'illustrer ça. Alors, Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci infiniment. C'était un plaisir, messieurs. Bon week-end. Bon week-end. Marc-Antoine Godin, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Un plaisir, les garçons. Un gros merci à Jacques-Alexis Bernardin à la production de cet épisode. Je m'appelle Alexandre Coupal. Bon week-end. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.